Mesdames et messieurs, j'appelle les intervenants de la première table ronde à me rejoindre. Donc, la première table ronde est intitulée « L'engagement de la société civile en faveur des forces armées ». Elle est animée par la docteure Céline Maranger, chercheuse sur la Russie, l'Ukraine et le Bélarus à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire et membre associé du Centre de recherche en histoire des Slaves de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Merci. Vous m'entendez bien? Merci d'être venus si nombreux aujourd'hui. Donc, nous sommes réunis pour aborder la question des forces morales. Le chef d'état-major des armées vient de rappeler l'importance du soutien de la nation pour les militaires, notamment en opération, et le rôle aussi décisif des forces morales dans le combat. Mais d'un autre côté, la question des forces morales, jusqu'à cette année, était assez peu présente dans le débat. Le terme est apparu dans le débat public, je dirais, cette année, à l'occasion de la loi de programmation militaire, puis des festivités du 14 juillet. Alors, qu'est-ce que c'est que, pour les jeunes qui sont ici, de quoi parle-t-on exactement? Je crois que les forces morales, on peut les définir. Faire preuve de force morale, c'est avoir la capacité d'affronter l'adversité avec courage, avec détermination, de faire preuve d'endurance dans les épreuves et aussi, et ça me semble important et ça a été rappelé, de rester fidèle à ses idéaux et à ses principes dans ces moments difficiles. Ça, c'est pour une personne. Pour une nation, pour une famille, pour toute communauté humaine, il y a tout de suite une dimension supplémentaire qui apparaît, c'est la capacité à rester unis, notamment dans l'infortune, et solidaire, et en fait à faire front commun et à agir collectivement dans l'épreuve. Alors c'est quelque chose d'assez spontané en général face à un danger existentiel. Ça l'est beaucoup moins en temps de paix, en particulier dans un pays comme le nôtre, où le débat peut être assez vif. Donc pour cette première table ronde, nous allons explorer le sujet des forces morales à partir d'un angle de vue particulier, celui de l'engagement de la société civile en faveur des forces armées. 5 intervenants de marque vont nous y aider. Je les remercie et les cite par ordre de passage avant de les présenter plus en détail. Madame Yulia Choukan de l'Université Paris-Nanterre, le lieutenant-colonel Claire Berthaud de la mission de défense à Helsinki, le colonel Pierre de Villeneuve du Centre national des sports de la défense, monsieur Louis-Frédéric Doyer des fédérations sportives et monsieur Arnaud Serra du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors, plusieurs facteurs déterminent l'intérêt qu'une société porte à ses forces armées. 2 sont, à mon sens, particulièrement importants. L'état et la perception de la menace, mais aussi la solidité de la cohésion sociale. Et plus la menace paraît forte, plus la nécessité, évidemment, de faire corps et notamment de s'unir aux armées paraît évidente. Cela étant dit, il me semble que certaines formes d'organisation sociale favorisent aussi ce lien. Et pour réfléchir à ces questions, on commencera en fait par s'intéresser à 2 modèles étrangers, l'Ukraine et la Finlande. En Ukraine, comme ça a déjà été rappelé tout à l'heure, l'engagement citoyen en faveur des militaires, il s'est forgé à partir du début de la guerre en 2014 et il s'est considérablement renforcé depuis l'invasion. Des associations d'aide aux combattants, aux blessés de guerre, aux déplacés, aux réfugiés ont vu le jour et ont pris de l'ampleur. En Finlande, un autre modèle très intéressant, la Finlande est un pays qui est connu pour avoir un système d'éducation performant et original.
Et dans ce pays prévaut de longue date une vision très intégrée de la sécurité qui implique la disposition à défendre le pays, mais aussi, et qui valorise en même temps, et dès le plus jeune âge, la résistance aux épreuves. Donc on commencera par ces deux exemples. Et dans un deuxième temps, on passera évidemment à l'étude du cas français, en envisageant l'engagement de la société civile en faveur des forces armées, mais aussi en collaboration avec les forces armées. L'enjeu des forces morales, il se pose bien sûr différemment dans notre pays. Je veux dire qu'on ne risque plus une invasion du territoire national, mais en même temps, on est confronté, je dirais, au quotidien à des menaces importantes, des menaces terroristes, des menaces informationnelles, cyber, et aussi, d'une certaine manière, au risque accru d'un engagement des armées dans des conflits de haute intensité du fait de l'instabilité du contexte international et de l'évolution de l'environnement stratégique. Voilà, ça sera notre table ronde, donc vous avez à grands traits. Et bien sûr, dans un troisième temps, vous aurez l'occasion de poser des questions. Et je me tourne tout de suite vers Yulia Shoukan, qui est politiste et sociologue, spécialiste de l'Ukraine et maître de conférences en études slaves à l'Université Paris-Nanterre. Madame, vous vous rendez dans le Donbass depuis le début de la guerre en 2014 pour y étudier l'engagement de simples gens en faveur des combattants et au service de l'effort de guerre. Vous avez notamment suivi une association de femmes bénévoles qui prennent en charge les blessés de guerre dans un hôpital militaire de Kharkiv. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous exposer comment se manifeste la solidarité de la société ukrainienne à l'égard des forces armées, et en particulier pour ce qui concerne la santé et l'accompagnement des blessés, et peut-être aussi nous expliquer comment certaines associations issues de la société civile tentent de faire évoluer les politiques publiques pour mieux défendre les droits sociaux des militaires. Merci beaucoup. Je vais essayer de le faire un peu de temps qui nous est alloué. Et peut-être deux petites remarques préliminaires, effectivement, avant de rentrer dans le vif du sujet. Cette guerre d'agression donc, que la Russie impose à l'Ukraine a effectivement mis en exergue ce lien extrêmement fort entre la société, les civils à l'arrière-front et les combattants donc, engagés au front. Et en écho au topo du chef d'état-major des armées, effectivement, je voudrais insister sur l'historicité. Chaque nation a son histoire, et donc son histoire de relation entre la société et l'armée. L'Ukraine a la sienne, et c'est extrêmement important de la replacer dans le contexte d'une guerre longue qui a débuté précisément en 2014, puisque c'est déjà en 2014 qu'on a vu des différentes formes d'assistance citoyenne, d'engagement citoyen en solidarité avec les forces armées, émerger, se déployer, se développer et perdurer jusqu'en 2022, en fait. Donc, au moment de l'invasion, l'Ukraine a une sorte de coussin de sécurité, là, sur quoi s'appuyer précisément du point de vue de l'histoire des relations entre citoyens et armées. Et peut-être deuxième aussi remarque préliminaire, c'est la confiance à l'armée. C'est quelque chose d'extrêmement important et c'est une relation aussi qui s'est construite au long cours. Au moment où la guerre commence en 2014, donc guerre limitée à l'est du pays, l'armée bénéficie d'une cote de popularité extrêmement faible, plutôt des phénomènes d'évitement, effectivement, même si on observait aussi en parallèle des formes d'engagement à l'armée. Et par la suite, à force des réformes réalisées aussi dans les forces armées, d'amélioration des approvisionnements, il y a une vraie confiance qui s'est construite. Et si on regarde à la veille de l'invasion, la confiance dont l'armée bénéficiait s'élevait déjà à 70%. Et depuis l'invasion, elle frôle les 100%. Elle est à tour de 95-96%, qu'on soit dans les périodes de grand succès ou qu'on soit dans cette période d'enlèvement qu'on vit aujourd'hui. Et donc en 2022, l'engagement de la société aux côtés de l'armée, effectivement, a été protéiforme. Mais je pourrais distinguer deux types d'assistance qui caractérisent l'Ukraine. D'abord, cette importance des réseaux de bénévolat, donc d'actions bénévoles,
à la fois des réseaux qui peuvent être formalisés sous forme associative, mais des réseaux qui peuvent agir comme des petites cellules familiales ou encore d'amis ou de connaissances qui s'engagent dans l'assistance à l'armée, précisément qui aident à acquérir un certain nombre d'équipements ou encore de matériel nécessaires pour les combattants. Il peut s'agir des choses extrêmement élémentaires comme les uniformes ou les chaussures, et ça va jusqu'à l'achat des drones de reconnaissance ou encore des véhicules tout-terrain. Cette forme d'assistance sur laquelle j'ai travaillé, mais précisément sous un angle plus médical, engagement dans le soin, je l'appelle la réparation. Il s'agit de la réparation citoyenne des incapacités étatiques. Incapacités qui se sont révélées importantes précisément au regard à la fois de la guerre d'agression, des troupes engagées côté russe, mais aussi au regard de l'agrandissement du nombre des combattants côté ukrainien. Une armée qui passe en l'espace de quelques mois de 250 000, enfin en tout cas le chiffre officiel, et encore il y avait des postes non pourvus, à une armée de plus d'1 million de combattants. Nécessairement, cette armée connaît un certain nombre de difficultés en termes d'équipement, et donc l'engagement citoyen est extrêmement important à cet égard. Et ensuite, donc, à côté de cette réparation qui est faite à petit niveau via l'action bénévole, on voit aussi de grandes fondations qui se sont institutionnalisées au fil des années et qui ont émergé aussi à l'époque de 2014, fondations qui, elles aussi, recueillent les fonds auprès de la société, tout comme les réseaux de bénévolat, mais à une plus grande échelle. Je vais nommer juste une de ces fondations privées, Revient Vivant, l'exemple qu'on connaît le plus, Poven Živim. En fait, l'année dernière, cette fondation a réuni une centaine de millions d'euros d'aide à l'armée, donc des plateformes participatives où les citoyens peuvent faire des dons, faire des contributions. Et cette fondation, bien sûr, avec cette puissance d'action, développe des actions plus conséquentes donc, en direction des armées, avec l'achat, une fois de plus, des équipements, des matériels, des moyens de communication. Cette fondation a aussi acquis peu avant le début de l'invasion russe le statut d'importateur attitré d'armement. Et donc ça montre un exemple, vous allez peut-être me contredire, mais assez rare, où la société civile s'engage aussi dans l'approvisionnement des armées en armement, puisque effectivement, fort de ce statut d'importateur attitré, Revient Vivant contribue à équiper et à armer en fait un certain nombre d'unités, et donc là pour le coup travaille directement en contact avec l'état-major et le ministère de la défense ukrainien. Aussi, cette même fondation participe à des actions plus structurelles, puisque à côté de la réparation, la société civile ukrainienne mène des réformes. Précisément, la fondation en question a été à l'initiative de l'élaboration du concept de défense territoriale, donc ces forces territoriales qui ont vu le jour en Ukraine à partir de 2021. Je resserre un tout petit peu la focale pour parler précisément des soins médicaux, puisque j'ai travaillé sur ces formes d'engagement citoyen à partir donc, de l'hôpital militaire de Kharkiv, un grand établissement, un des 5, qui pendant toute la guerre limitée accueillait de gros contingents de victimes. Ici aussi, je verrai deux formes d'action. À la fois une action de réparation, de compensation, puisque le service de santé des armées, au moment où commence cette guerre en 2014, était totalement impréparé, sous-financé. Et donc la réparation portait sur l'achat des médicaments, l'achat des équipements médicaux, la réparation des locaux, ou encore tout simplement ensuite le financement d'un certain nombre de soins pour les combattants blessés, et notamment les soins prothétiques. Avec une réorganisation des appareils militaires à partir de 2016. À côté de cette réparation, on a aussi vu apparaître d'autres formes d'engagement dans la réforme, et notamment cette question d'appareillage prothétique, une fois de plus. C'est sous l'impact de la société civile qu'a vu le jour le programme gouvernemental de financement, de prise en charge des soins prothétiques pour les amputés de guerre. Programme extrêmement efficace qui fonctionne jusqu'à aujourd'hui, avec des montants de compensation assez élevés et qui permettent aujourd'hui aux combattants ukrainiens de bénéficier, d'avoir des prothèses assez perfectionnées. Et bien évidemment, à partir de 2022, en fait, toutes ces questions de santé des combattants sont devenues beaucoup plus aiguës au regard des contingents de blessés
en Ukraine. Et donc, l'engagement associatif, une fois de plus, c'est de nouveau redéployé en quelque sorte avec des initiatives d'aide très concrètes dans les hôpitaux militaires, mais aussi des engagements autour des droits, les droits des combattants, le droit à l'appareillage, le droit à la réadaptation psychologique et fonctionnelle. Et donc aussi, on voit les acteurs de la société civile porter un certain nombre de réformes de l'évacuation des lignes de combat, puisqu'elle est difficile, effectivement, elle cause et aggrave parfois même l'état des blessés, mais aussi toutes les démarches, précisément, notamment de reconnaissance des handicaps de guerre. Et c'est là-dessus que la société civile ukrainienne est également engagée. Merci beaucoup. Peut-être une question assez rapide. Votre nouvelle recherche porte sur l'accompagnement des amputés de guerre. D'après le ministère des Politiques sociales ukrainien, il y a aujourd'hui 58 000 amputés de guerre en Ukraine et environ 300 000 personnes blessées. Face à de telles échelles, qu'est-ce qui vous semble prioritaire ? Je vais commencer peut-être précisément par les amputés de guerre. Je crois que la guerre, nécessairement, elle contribue au développement d'autres secteurs, et notamment le secteur des soins prothétiques s'est développé depuis 2014. J'ai déjà évoqué ce programme étatique donc, de prise en charge des soins et la possibilité pour les combattants d'accéder donc, à des prothèses perfectionnées. Donc ce qui manque surtout aujourd'hui en Ukraine dans ce domaine, c'est surtout la disponibilité tout simplement des prothésistes et des physiothérapeutes qui sont excédés. Je vois régulièrement, effectivement, j'ai assisté encore au mois d'octobre à un stage de formation des prothésistes, à quel point ils ont un nombre extrêmement important en ce moment de patients. Et ensuite, ce qui manque, ce sont les formations. Je pense que c'est là où réside le grand besoin, puisque à la fois les savoir-faire locaux se sont développés, mais dans le même temps, il y a toujours un décalage par rapport à la façon dont, notamment, les soins prothétiques sont pratiqués ailleurs, aux États-Unis ou en Europe. Et donc, à cet égard, je vois comment la société civile s'engage précisément pour porter de nouveaux savoir-faire, de nouvelles techniques en Ukraine et donc développer des formations. Ce qui manque aussi, c'est une question extrêmement à la fois grave et prosaïque, ce sont des composants tout simplement pour les prothèses qui manquent en ce moment parce qu'il y a une telle demande extrêmement forte sur les marchés que les combattants sont obligés d'attendre de nombreux mois. Et aussi tout ce qui est réadaptation fonctionnelle, je pense. Également, une fois de plus, c'est à la fois, je pense que la façon la plus efficace pour l'Ukraine, enfin d'aider l'Ukraine, ça serait d'aider précisément à former de nouvelles générations de physiothérapeutes, puisque la physiothérapie dans l'approche médicale soviétique était souvent assez peu fondée sur des procédés médicaux. Et donc cette conception de la réadaptation, non seulement en lien avec le médical, mais aussi les questions d'intégration et d'insertion par la suite des blessés. Merci beaucoup. Je me tourne vers le lieutenant-colonel Claire Berthaud qui va nous parler du modèle de défense finlandais. Permettez-moi d'abord de présenter le lieutenant-colonel Berthaud, qui a un parcours tout à fait remarquable. Colonel, vous êtes attaché de défense auprès de l'ambassade de France à Helsinki. Vous êtes issu d'une famille d'ouvriers qui n'avaient aucune familiarité avec l'armée. Vous avez eu, dès votre jeune âge, une fascination pour le métier des armes qui vous a conduite à devenir sous-officier, puis officier dans l'armée de l'air. Étant russophone, vous avez eu une première affectation au sein du régiment Normandie-Niemen, qui a été créé en 1942 à partir des forces françaises libres et engagées sur le front de l'Est. Et en tant que spécialiste de la Russie, vous avez ensuite orienté votre carrière vers la maîtrise des armements et les relations internationales. Et avant de servir à Helsinki, vous étiez attaché de défense adjointe dans le Caucase, où vous avez pu observer la montée des tensions entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Colonel, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous indiquer en quoi le modèle de défense de la Finlande s'adosse à une vision globale de la sécurité et en quoi il forme le socle de la résilience de la société finlandaise?
Merci beaucoup Céline. Ça va être très compliqué en 8 minutes de résumer la défense nationale finlandaise et le fait qu'effectivement elle représente le socle de la résilience de sa population. Je voudrais rejoindre un petit peu les propos de Julia et les vôtres. Le système finlandais est très proche en fait du système ukrainien parce qu'il a lui aussi un fondement historique très profond et surtout une menace commune qui est la Russie. À la différence des Ukrainiens qui ont peut-être eux aussi baissé les bras, je dirais, après la chute de l'Union soviétique, les Finlandais n'ont jamais cessé de s'armer et de préparer leur population à une éventuelle invasion par la Russie. En vous présentant, avant de vous présenter le modèle finlandais, je voudrais d'abord remercier mes amis finlandais de la National Defense University qui m'ont beaucoup aidé à préparer ce propos, et mon homologue finlandais à l'ambassade de Finlande à Paris, le lieutenant-colonel Jukka Mäki, qui doit être dans la salle. Merci Jukka, qui m'a également bien aidé à cadrer ce propos de 8 minutes. En vous présentant le modèle de défense finlandais, je veux surtout en fait susciter votre intérêt, votre questionnement, parce que c'est un modèle de défense unique au monde. Unique au monde parce qu'il repose surtout sur la volonté de sa population de défendre non seulement un territoire, mais surtout un mode de vie. Et ça, c'est vraiment très important. Au-delà des forces armées, c'est bien l'ensemble de la société, l'ensemble des organisations, des ministères et des institutions finlandaises, mais surtout de la population, qui appuient et qui sont impliqués dans la défense nationale. Les derniers sondages réalisés en Finlande font état en fait de 83% des Finlandais qui sont prêts à prendre les armes pour défendre leur pays s'il était attaqué, même si l'issue était défavorable. 83% de la population. Ce chiffre était effectivement impressionnant et il trouve son fondement, comme je vous l'ai dit, dans l'histoire du pays, dans l'éducation de la population et dans le mode de vie finlandais. L'existence de la menace extérieure, ils ont quand même été envahis d'abord par les Suédois, puis par les Russes lors de l'Empire russe. Donc les Finlandais ont toujours eu une menace extérieure très forte. Donc cette existence d'une menace extérieure très forte a coloré en fait le paysage mental des Finlandais depuis leur plus jeune âge. Et l'approche globale de la défense nationale est finalement très cohérente avec ce qu'ont vécu les Finlandais. Vous voyez derrière moi sur le slide, en fait, je vous ai mis quelques chiffres. Donc effectivement, il n'y a que 5,5 millions d'habitants en Finlande, ce qui représente très peu par rapport à la France. Mais 1343 km de frontières terrestres avec la Russie. Donc là, c'est un vrai rappel géographique. Ils ont une très grande menace à l'est. Et puis je vous parlerai un petit peu des chiffres. L'armée finlandaise professionnelle, c'est 12 000 hommes, c'est rien. En revanche, le système finlandais est basé sur la conscription et la réserve. Donc tous les Finlandais hommes de 18 à 60 ans doivent avoir fait leur service militaire. Et suite à leur service militaire, ils sont engagés dans la réserve et ont une attribution d'un grade de réserve et d'une unité auquel ils sont rattachés. À cette unité, ils savent exactement ce qu'ils doivent y faire en cas de rappel, en cas d'appel en fait, de la réserve. Ce qui mène à 285 000 réservistes entraînés, parce que chaque année, plus de 30 000 réservistes sont réentraînés. Et 285 000, c'est l'équivalent de l'armée française. Donc vous voyez, à partir d'un tout petit pays et d'une toute petite armée active de 12 000 hommes, on arrive à 285 000 hommes entraînés et qui savent exactement ce qu'ils doivent faire en cas de guerre ou en cas de crise. Les conscrits sont donc intégrés chaque année en grand nombre. Il y a actuellement, en 2022-2023, c'est entre 21 et 24 000 hommes qui font leur service militaire dans l'armée finlandaise. Mais au-delà de ça, il y a également un rôle important qui est donné donc aux réservistes.
Les réservistes, grâce à une législation très forte, sont libérés de leurs obligations professionnelles par décret. C'est-à-dire que les employeurs, si le réserviste est rappelé pour un entraînement, ne peuvent pas dire non. Les employeurs doivent laisser leurs réservistes aller s'entraîner régulièrement. Donc il y a un espèce de dialogue qui s'instaure entre l'institution militaire, les employeurs et le réserviste. Et le dialogue est simplifié, ou en tout cas facilité par le fait que la plupart des employeurs ont eux aussi fait leur service militaire. Le succès de la réserve finlandaise tient également au rôle clé des associations civiles. Et c'est ce qu'on retrouve également en Ukraine. Les associations civiles de défense qui, elles aussi, prennent en charge une partie de l'entraînement des réservistes. Ils se retrouvent le week-end pour s'entraîner à tirer, pour s'entraîner au combat temps froid, temps très froid, quand c'est la Laponie et qu'il fait moins 30. Mais donc, au-delà des forces armées, le concept de défense a vraiment une approche très globale. Non seulement les forces armées, mais sont impliquées également les gardes-frontières, les gardes-côtes, la police, les organisations de réservistes dont j'ai parlé, les industries de défense, mais également les autres ministères, enfin tous les ministères et surtout toute la population. Le concept global de défense nationale englobe d'autres fonctions vitales que la protection du territoire. On parle de leadership, on parle de sécurisation des approvisionnements, on parle de service à la population, service général à la population, mais également de résilience psychologique. Et ça également, c'est inscrit dans la Constitution. C'est-à-dire que la résilience psychologique est un des facteurs clés de la défense nationale en Finlande. Depuis 2013, c'est le comité de sécurité qui est sous la tutelle du ministère de la Défense qui est chargé de coordonner tous ces acteurs et qui coopèrent donc pour le bien de la nation. Cette approche globale est possible grâce à une identité nationale claire, un récit national unique et surtout un esprit de défense partagé par tous. Je vais brièvement, j'ai plus trop de temps, parler de cet esprit de défense. En fait, ça s'appuie sur le mot sisu, qui n'est pas vraiment traduisible en français, mais qui est appris dès le plus jeune âge en Finlande. Le sisu est né pendant la guerre d'hiver en 1939-40. C'est le Finlandais vaillant, résistant et prêt à tout pour défendre son mode de vie. Et le sisu, en fait, est appris dès le plus jeune âge au sein des familles. C'est de génération en génération. On a le droit d'être sensible, on a le droit d'être timide, on a le droit d'être faible, mais on doit toujours avoir cet esprit de « je me relève et je recommence si j'ai échoué quelque chose, je me relève, je relève la tête et je me bats ». Ce sisu est présent donc, dans les mœurs finlandaises dès leur naissance. Et il n'est pas rare en Finlande, par exemple, de trouver des bébés qui sont bien emmitouflés, mais qu'on laisse dehors dans la poussette plusieurs minutes, voire quelquefois plusieurs heures, dans le froid, pour qu'ils s'habituent tout simplement à leur environnement et à résister au froid. Le système éducatif est également en charge d'apprendre aux jeunes la bonne pratique des médias. Et c'est aussi par le système éducatif, et notamment par l'apprentissage de l'histoire de la guerre d'hiver en particulier, que les Finlandais vont forger cet esprit de défense et cet esprit de « je veux défendre mon mode de vie ». À l'école, par exemple, ils ont des cours de bonne pratique, au-delà des cours en fait, qu'on pourrait trouver en France, ils vont avoir des cours d'artisanat, des cours d'éducation sociale, des cours de psychologie. Et on va leur offrir en fait tout un panel, des cours d'études environnementales aussi. Et on va leur offrir un panel et laisser vraiment les enfants avoir une autonomie, une très grande autonomie et une très grande liberté d'analyse et une liberté de choix. Donc c'est vrai que, comme vous le disiez, la compétition est beaucoup moins prégnante. On privilégie beaucoup le travail en groupe et le travail en équipe. L'invasion de l'Ukraine en février 2022 a réactivé les réflexes défensifs des Finlandais.
Ça a ravivé en fait leur perception de la menace russe, clairement. Et surtout, en Finlande, chaque citoyen doit connaître ses réflexes en cas d'alerte. Donc ça va de où est situé mon abri anti-atomique, parce que chaque personne en Finlande est allouée, enfin à chaque personne est allouée une place dans un abri anti-atomique. Et ça va également jusqu'à la préparation de ce qu'on appelle le sac de 72 heures, qu'on appelle aussi le concept de 72 heures, et qui existe aussi en France. C'est-à-dire que demain, si vous n'avez plus d'électricité, plus de chauffage, que tous les services publics sont interrompus, bah vous devez être capable de survivre seul, en famille ou seul, au moins 72 heures. Donc vous préparez votre sac avec de quoi manger, de quoi boire. Et puis le mieux, c'est d'avoir aussi une radio FM pour écouter les alertes. Donc c'est comme ça que les Finlandais sont élevés. Et je peux vous dire que tous les Finlandais le font. Et depuis l'invasion en Ukraine, donc la population finlandaise se montre encore plus désireuse de participer à la défense du pays. De plus en plus de volontaires féminins. Parce qu'en fait, le service national est obligatoire pour les hommes, mais les femmes aussi peuvent faire leur service militaire. Et de plus en plus se présentent pour faire leur service militaire. Mais également des volontaires issus de familles binationales. Donc ce n'est pas rare qu'un Américain, mi-finlandais, mi-américain, vienne faire son service en Finlande, alors que parfois il ne parle même pas finnois. C'est le cas aussi pour les sportifs de haut niveau. Et j'ai l'exemple d'un jeune Finlandais de la NBA, Lauri Markkanen, qui a décidé cet été de venir faire son service militaire en Finlande et de profiter de la pause de la NBA pour venir faire un service militaire adapté, évidemment. Cela vous montre la volonté des citoyens d'honorer leurs devoirs, les Finlandais ayant un sens aigu de ce que signifie être Finlandais. Et c'est vraiment plus... ils sont prêts, en fait, non seulement à défendre leur territoire, leur identité, mais plus encore, comme je vous l'ai dit, leur mode de vie. Je vais m'en arrêter. Merci beaucoup, colonel. Merci beaucoup pour cet exposé très éclairant sur ce modèle qui, moi, me semble assez attrayant. Mais là encore, je dirais qu'il y a une question d'échelle qui se pose. Ce qui est possible dans un pays de 5 millions d'habitants serait-il transposable en France, qui en compte 65 millions? Que pensez-vous de cette possibilité? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses dont on pourrait s'inspirer rapidement? Oui, rapidement, non, il n'est pas possible de transposer le modèle finlandais en France. Clairement, ce n'est pas forcément seulement à cause de l'échelle, à cause du nombre d'habitants, à cause de la population, mais c'est surtout parce que le modèle finlandais est vraiment basé sur une unité nationale, une menace extérieure très prégnante et une histoire très, très mouvementée et également qui fonde cet esprit de défense. Donc au-delà de l'échelle, je pense que c'est plutôt, je dirais, le système qui est différent. Je pense qu'on peut s'en inspirer malgré tout en rehaussant le nombre de réservistes en France, en améliorant en fait le dialogue entre les employeurs de ces réservistes, voire en légiférant pour obliger certains employeurs à libérer leurs réservistes lorsque les forces armées en ont besoin. Et également, je pense qu'il faut développer des liens avec nos industriels, avec les ministères, et notamment effectivement le ministère de l'Éducation, mais pas que. Il y a d'autres ministères qui peuvent prendre en fait une part de la défense nationale qui ne doit pas rester exclusivement le monopole des armées. Exactement, du ministère des Armées. Voilà. Merci, colonel. Merci à beaucoup. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie et envisager l'engagement de la société civile en faveur des forces armées dans notre pays, en mettant l'accent sur 3 sujets. D'abord, la reconstruction des blessés de guerre par le sport, le rôle des volontaires dans la sécurité civile,
et les méthodes pour traiter les syndromes post-traumatiques. Et à travers ces exemples, on verra que les initiatives, elles émanent bien sûr de la société civile, mais aussi des armées, et qu'en réalité, les échanges se font dans les deux sens. Et l'objectif de notre discussion est de comprendre comment valoriser l'existant, qui est parfois assez peu connu, pour finalement renforcer l'unité collective et la résilience individuelle. Et nous avons 3 intervenants de premier plan que je vais présenter d'emblée pour que la conversation soit ensuite plus fluide. Et je les présente à nouveau par ordre de passage. Nous recevons le colonel Pierre de Villeneuve, qui occupe les fonctions d'adjoint au commandant du Centre national des sports de la défense, un centre pionnier qui a pour particularité d'accueillir en un même lieu des blessés de guerre et les sportifs de haut niveau qui sont soutenus par les armées. Colonel, vous avez été déployé à plusieurs reprises dans les Balkans. Vous avez exercé des responsabilités importantes au sein de la sécurité civile et vous avez eu à gérer de nombreuses catastrophes naturelles. Vous avez commandé les formations militaires de la sécurité civile à Paris, le Centre opérationnel de gestion interministérielle de crise et auparavant le 7e régiment d'instruction et d'intervention de la sécurité civile de Brignoles. Nous écouterons ensuite M. Louis-Frédéric Doyer, qui gère actuellement la préparation du village olympique de Lille. Monsieur, vous êtes un acteur institutionnel du sport, juriste de formation. Vous avez été délégué général de la Fédération française de natation pendant 15 ans, avant d'exercer jusqu'à tout récemment les mêmes fonctions au sein de la Fédération française handisport. Et dans ce cadre, vous avez noué des liens avec l'armée et cherché les moyens de mieux intégrer par le sport les personnes en situation de handicap, qu'elles soient civiles ou militaires. Et puis, nous accueillons enfin M. Arnaud Serra, qui est adjoint au responsable de la formation au sein de la direction de la sécurité diplomatique du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur, vous avez servi dans l'unité d'élite de la gendarmerie pendant 15 ans en tant qu'opérateur et que négociateur du GIGN. Et fort de cette expérience, vous accompagnez aujourd'hui les agents du ministère qui partent dans des pays dangereux pour les préparer aux risques terroristes, criminels et à différents enjeux sécuritaires, et pour les former aussi à la gestion du stress dans des situations d'extrême danger. Voilà nos 3 intervenants. Et maintenant, je me tourne vers vous, colonel. Ma première question sera pour vous. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous rappeler les efforts déployés par les armées depuis une 15aine d'années pour mieux prendre en charge les blessures physiques et psychologiques des militaires, notamment à travers la reconstruction par le sport? Et pourriez-vous également nous présenter les axes d'efforts qui vous paraissent importants pour approfondir le lien avec la société civile dans ce domaine? Et je pense en particulier à l'initiative de réunir un décrocheur scolaire avec un blessé de guerre, initiative qui devrait intéresser les enseignants qui sont dans la salle. Très bien, merci. Alors, tout d'abord, je vais essayer de répondre à cette grande question de façon très courte. D'abord, je voudrais dire que ce n'est pas depuis plusieurs années qu'on s'occupe des blessés. Je pense que vous en doutez, le Bleuet de France vient de le rappeler, puisque depuis l'existence de la guerre, il n'y a pas très loin, pour les plus jeunes, il y a les Invalides qui ont été créés justement pour accueillir les blessés de guerre du roi Louis XIV. Et depuis, évidemment, cette fraternité, un thème cher qui a été évoqué par le SEMA, nous anime tous, d'autant plus lorsque nous avons des valeurs militaires et que nous sommes engagés en opération entre frères d'armes. Donc ce n'est pas nouveau, c'est simplement, effectivement, comme vous l'avez souligné, que depuis plusieurs années, une 15aine d'années, on est dans des contextes différents, soit par la blessure même de nos camarades, on a évoqué les blessures physiques qui sont en général des blessures très visibles, et bien sûr, de plus en plus, la découverte ou l'acceptation par la société civile et militaire
de la blessure psychologique. Donc c'est un petit peu ça, je dirais, la nouveauté, si on peut parler de nouveauté, devant les plus jeunes, puisqu'on sait aussi, et l'expérience des dernières guerres nous l'ont dit, que de toute façon, quelqu'un qui est blessé physiquement, évidemment, il y a aussi une blessure psychique, physiologique aussi, à travailler, et qu'en fait, les deux vont de pair. Alors donc, ce n'est pas tout nouveau. Ce qui est peut-être tout nouveau, c'est que par rapport aux dispositifs qui existaient, on en a évoqué quelques-uns. Je salue bien sûr le président du Bleuet de France qui est très présent au Centre national des sports de la défense. Eh bien, on va essayer de s'adapter de mieux en mieux à notre société qui bouge beaucoup aussi. On n'est plus forcément, on l'a évoqué, dans une présence marquée du militaire au sein de la société, soit parce qu'on est moins nombreux, il n'y a qu'à voir dans cette salle, soit parce que, je dirais, par l'image, on est moins nombreux. Le port de l'uniforme aussi, c'est une question qui s'est posée notamment dans le cadre de la menace terroriste. Et donc, en fait, très clairement, le fait d'être blessé en opération extérieure ou en guerre, ce sont deux statuts administratifs aussi très différents, pose un certain nombre de problèmes à nos camarades, à nous-mêmes, l'institution militaire, et à l'administration civile qui peut les accueillir, soit dans leur cadre de leur reconstruction, soit dans le cadre de leur réinsertion au sein du monde du travail. Donc effectivement, il y a eu des éléments de prise en compte des deux côtés, et en fait, on peut dater pour ce qui est du Centre national des sports de la défense de 2011, où on a le premier stage institutionnel, puisqu'avant il y avait eu beaucoup d'initiatives locales qui a été organisée sous l'égide du Centre national des sports de la défense. Et en fait, la réussite a fait qu'aujourd'hui, on est pratiquement à 40 stages dans l'année qui sont répartis soit à Fontainebleau, soit sur d'autres endroits qui nous accueillent, puisque vous comprenez que pour faire du bateau, il vaut mieux avoir la mer à côté de soi. Donc, par exemple, la Marine nationale qui nous accueille souvent à Toulon. Voilà un petit peu. Et puis, on a un cadre plus réglementaire qui a été mis en place. Je ne citerai pas tout, mais il y a des décrets très précis. Par exemple, en 2017, on a un décret sur la position même de mise en activité ou en congé, qui est important administrativement, qui ouvre un certain nombre de portes à nos blessés. Et puis, en 2019, un plan d'action qui est suivi régulièrement par des comités de pilotage, qui associe un certain nombre de ministères, dont le ministère des Sports, bien sûr, mais pas que, sur ces sujets. Et enfin, pour terminer, pour être court, parce que c'était l'objectif aussi, c'est que les axes d'effort, vous avez évoqué un exemple. Bon, les axes d'effort avec l'éducation nationale, il y en a beaucoup. Les armées en proposent énormément. Je parlerai juste du Centre national des sports de la défense, même si dans d'autres affectations, on a le système des cadets, on a le système des classes de la défense. Pour ce qui est de Fontainebleau, nous organisons régulièrement des crosses en liaison avec l'UNSS, qui fait qu'on fait venir, la dernière fois c'était 800 au mois de novembre, 800 jeunes collégiens, et à cette occasion, ils viennent courir, donc faire le sport dans le cadre de l'UNSS, mais en même temps, on vient discuter avec nos jeunes moniteurs qui sont formés au sport pour les armées et la gendarmerie. Et c'est aussi ces moniteurs qui organisent et qui leur expliquent comment on organise une épreuve sportive. Voilà, donc ça, c'est des exemples un petit peu concrets. Ensuite, vous l'avez évoqué, il y a des exemples, je dirais, qui touchent plus particulièrement une personne. Alors là, vous avez évoqué l'idée d'un élève. Nous, on est plus, peut-être pour les armées, on est plus sur l'effet de groupe. L'effet de classe, parce qu'on considère que ce qui est important, c'est que l'encadrement en général, c'est un sujet qui évidemment est très proche chez nous, c'est l'encadrement qui donne la manœuvre en général, et donc plus les professeurs, plus les proviseurs, plus les inspecteurs d'académie, par exemple dans le 77, on en a un qui était très très dynamique, le nouveau est sûrement très dynamique aussi, mais en fait, c'est bien lui qui est à la manœuvre et qui amène les élèves, puisqu'on en a quelques-uns là qui, d'ailleurs, devraient voir un peu le sissou, parce qu'ils ont un peu chaud, visiblement. Mais clairement, c'est bien dans ce cadre-là qu'il faut travailler, à mon sens, et éviter peut-être trop d'individualisme. Et dernier point, je pense qu'il faut aussi que du côté, quand on se penche sur le côté des blessés, mais je pense que le président en parlera mieux, il faut aussi faire attention un petit peu à bien contrôler ce lien entre des gens qui sont blessés psychologiquement avec des jeunes, parce que parfois, on peut avoir un inversement de l'objectif qu'on recherchait.
Et donc il faut faire très attention. Et je pense que le principe général de toutes ces initiatives, et Dieu sait s'il y en a, on n'en a pas, peut-être qu'il va y avoir des idées pendant les questions, mais c'est bien d'éviter trop le contact de personne à personne, mais de renforcer, je dirais, le principe de l'encadrement. Voilà, merci. Merci, colonel. Alors, je me tourne vers Monsieur Doyer. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer de quelle manière le monde associatif et sportif, notamment les fédérations sportives que vous avez incarnées et défendues longtemps, contribuent à l'accompagnement des militaires qui ont été blessés en opération extérieure? Et diriez-vous que ces militaires blessés sont mieux intégrés et valorisés grâce à des initiatives comme les Invictus Games, ou au contraire qu'il reste des progrès à faire, que la société n'est pas forcément prête à voir des personnes abîmées par la guerre, et peut-être même que l'armée n'a peut-être pas intérêt à les montrer. Voilà, quel est votre sentiment à ce sujet? Bonjour, merci de cette invitation. J'ai la lourde charge d'incarner le monde civil autour de deux sujets. En effet, le sport et le handicap. Et le lien, et le chef des états-majors le disait, augmenter la surface de contact. Donc si on doit augmenter la surface de contact, c'est certainement qu'elle n'est pas encore suffisamment posée, et tout ce qu'on évoque dans les exemples de pays voisins sont intéressants. Pour parler handicap et sport, deux angles. L'angle, si vous le voulez bien, du récit commun et de la visibilité du handicap et des blessés. Et puis l'angle de la réparation, deux axes sur lesquels je pense on travaille déjà pas mal, mais on peut travailler beaucoup mieux. Sur l'axe de la communication, aujourd'hui, la question du handicap, et elle déborde largement de nos sujets ici de relations avec l'armée, c'est la place du handicap dans la société. Et c'est un sujet commun que l'on doit traiter, c'est comment on rend visible le handicap et comment on aide la société à se mobiliser pour favoriser la place des personnes en situation de handicap dans la société. Lorsqu'on fait de la communication, et je ne parlerai pas de communication et je ne parlerai pas de storytelling, je vous parlerai de valorisation et de récit, c'est-à-dire que dans le récit que l'on doit porter sur les personnes en situation de handicap et éventuellement ceux qui le sont suite à des blessés de guerre, il y a d'abord travailler sur la visibilité de ces personnes, et j'entends bien qu'il y a un temps de la reconstruction et j'en reparlerai, mais dans la reconstruction, il y a aussi la valorisation. Et donc le fait de dire qu'on peut être blessé, de montrer des blessés, de montrer des blessés qui se sont reconstruits, de montrer des blessés qui ont dépassé le temps de la réparation me semble quelque chose d'important et d'important pour la société. On dit toujours, et moi j'aime pas beaucoup cette expression, même si je comprends ce qu'elle veut dire, qu'il faut changer le regard. Ok, il faut changer le regard, mais il y a plein d'autres choses à faire concrètement plutôt que de changer le regard. C'est en effet faire en sorte que les personnes en situation de handicap soient visibles, soient valorisées, pas comme des super-héros parce que c'est pas ce qu'ils demandent, mais comme des citoyens qui prennent leur place, comme des personnes qui se sont reconstruites et qui rebondissent. Là, je pense qu'avec l'armée, on a un récit commun à faire sur la valorisation de parcours au profit de la nation, avec un hommage de la nation, et que j'entends bien que c'est difficile de communiquer sur ces sujets et que l'armée certainement a la nécessité de recruter, et que la blessure est assez peu promotionnelle, mais je crois que dans la préparation des forces morales d'un pays, c'est important de montrer que la blessure existe, qu'elle peut être surmontée et que la société civile est là pour la surmonter. On parle toujours, et je parlais avec une épouse d'un gendarme blessé qui disait en fait nous on est tous préparés, et nous en tant qu'épouse, à la mort, au sacrifice ultime. Sauf qu'en fait, voir rentrer un membre, le père de la famille blessé, ça, on est un peu moins bien préparé. Et voir un père qui
rentre abîmé, mais qui se réalise notamment grâce aux Invictus Games, ça, en fait, ça redonne de la fierté et des choses. Donc, on parlait des Invictus Games, ça a été fait, et c'est encore les Anglais, peut-être ils arrivent à mobiliser des fonds supplémentaires aussi, parce que c'est très valorisé. Je suis trop long, je vais vite abréger. Donc, voilà, un travail autour de rendre visible le blessé, de lui rendre hommage, ça participe à la réparation. Et donc, j'en viens à mon deuxième sujet, qui est la réparation. Je crois que dans la réparation, et là aussi, je comprends le devoir sacré de l'armée de prendre en charge ses frères blessés et de mettre un cordon sanitaire important et de réconfort. Mais je crois aussi que là aussi, la société civile peut rapidement les réinsérer dans la vie dite normale, avec évidemment la bonne gestion des traumas, on l'existait, mais aujourd'hui, et pareil, quand on parle avec des familles, quelqu'un qui est tétraplégique ou hémiplégique, en fait, à l'hôpital militaire, il y en a assez peu. Ils vont être 2, 3 ou 4. Quand on arrive dans un club dans un club handisport, ils sont 15 ou 20. Ils sont 15 ou 20 et ils ont des métiers, ils ne sont pas forcément soldats, mais là aussi, c'est des pères, c'est des maris, et c'est des gens qui ont des problèmes de sonde, qui ont des problèmes d'appareillage, qui ont des problèmes très pratiques. Et le fait de se retrouver dans la société civile avec des soucis de père, avec des soucis de mari, avec des soucis en dehors des choses, c'est aussi une très bonne chose. Donc je comprends et je salue forcément l'accompagnement que fait l'armée de ses frères d'armes blessés, mais peut-être de se dire, il y a un stade, mais je crois qu'on reviendra sur les différentes étapes de reconstruction, de réparation du soldat, mais il y a vraiment un stade où la société civile peut apporter quelque chose, d'autant plus que parfois et souvent le soldat est réformé et qu'il faut qu'il s'insère vraiment dans la vie civile, et donc c'est important. Les épouses apprécient aussi de se retrouver entre épouses avec les mêmes difficultés de mère et d'épouse. J'ai peut-être été un peu long. Merci beaucoup, Monsieur Serra. Je me tourne tout de suite vers vous. En tant qu'ancien négociateur du GIGN et maintenant que formateur aux risques extrêmes, vous avez étudié les mécanismes psychologiques et physiologiques de la peur. Et vous vous êtes notamment intéressé aux protocoles qui ont été développés à l'étranger, en Israël et aux États-Unis, pour éviter qu'un syndrome post-traumatique, donc une des blessures importantes des militaires, pour éviter que cette blessure ne s'ancre dans le cerveau. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, partager le fruit de vos recherches avec nous ? Merci. Vaste sujet en 5 minutes. Alors, le propos, à mon sens, c'est la préparation psychologique et physique en amont, l'application d'un corpus de procédures en cours d'action et, in fine, et sur la phase postérieure au trauma, l'utilisation de divers protocoles, dont notamment le fameux protocole 6C, le protocole israélien, qui est relativement sur les feux de la rampe actuellement. Le chef d'état-major des armées l'a dit bien mieux que moi. En amont, il est excessivement important de cultiver la préparation mentale et physique, travailler sa rusticité, travailler sa résistance, travailler sa capacité à endurer l'effort, à endurer la fatigue, pour la simple et bonne raison que le corps et l'âme sont intrinsèquement liés, et si le corps est faible, il est illusoire de penser avoir un seuil de résistance élevé face à l'adversité. Plus près de nous, et sans parler des expériences de ma vie précédente, nous avons vécu 3 évacuations d'ambassade en 3 ans. Nous avons eu tout d'abord Kaboul, puis Kiev, puis Khartoum. Donc on a eu des personnels issus de la vie civile comme des armées qui ont été plongés du jour au lendemain dans un maelstrom et dans des situations complètement paroxystiques. On s'est bien rendu compte que la préparation en amont changeait complètement la donne et que l'intensité de cette préparation conditionnait totalement la réponse des individus face aux situations similaires. Là encore, si je bascule sur un phénomène en cours d'action, vous me permettrez une sémantique un petit peu militaire, on est encore à l'école militaire. L'application de process clairement identifiés est quelque chose de vital. Se raccrocher à des choses qui ont été travaillées au calme et en amont
permet de surmonter l'obstacle. C'est pas pour rien que les pompiers déroulent des tuyaux alors qu'il n'y a aucun incendie, que des urgentistes s'entraînent à faire des perfusions ou que les militaires effectuent ce qu'on appelle le drill. Chaque strate de la société, à mon sens, doit se préparer aux diverses crises, à la gestion de crise, avec les outils qui lui sont propres. Vous ne pouvez pas espérer faire face à une cybermenace dans une société du CAC 40 si vous n'avez pas travaillé des process et des protocoles en amont. C'est complètement illusoire. N'oublions pas aussi qu'une des premières victimes corollaires de la crise et du stress et de la peur, c'est la capacité de discernement et la capacité de réaction. Il y a des écoliers et des scolaires parmi nous. Si on vous fait travailler des protocoles de confinement terroriste, au calme, c'est pour la simple et bonne raison que le jour où une situation de ce type survient, si ça n'a pas été travaillé en amont, personne ne sera en mesure d'appliquer les bonnes procédures, à part de très rares individus, hommes ou femmes, triés sur le volet, dont je ne fais pas partie. Donc là encore, j'insiste, travailler en amont, travailler en amont, travailler en amont. Une fois que la crise est survenue, c'est là qu'interviennent la plupart des protocoles, notamment donc le 6C. Un marqueur principal du traumatisme est le sentiment d'impuissance. Le sentiment d'impuissance peut être combattu, comme je viens de le dire, durant la crise par l'application de process où les personnes restent actives, restent mobilisées et restent en mesure d'appliquer un travail, fut-il extrêmement simple. À l'issue de la crise, chaque personne est marquée. Chaque personne est marquée. J'ai connu personne dans ma vie précédente comme dans ma vie actuelle qui sortent complètement indemnes d'une exposition au feu, d'une blessure, d'un trauma du quotidien comme d'un trauma d'exception. En revanche, toutes les personnes qui sont restées figées, qui sont restées immobiles, qui ont été ni plus ni moins que victimisées, sont des personnes qui n'ont plus la capacité d'aller de l'avant, et cette capacité laisse une marque indélébile. Cette incapacité laisse une marque indélébile. Les protocoles de déchocage psychologique sont travaillés depuis une trentaine d'années en Israël. Ils ont été maturés à titre d'information. Par exemple, toute l'armée américaine aujourd'hui est formée à ce protocole de déchocage psychologique. Une grande partie des armées de l'OTAN, y compris les armées scandinaves, dont notre collègue parlait, sont formés à ce type de déchocage. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte que nous avons une fenêtre de tir de 6 à 12 heures à partir du moment zéro du trauma. Et si la personne est mobilisée pendant ces 6 à 12 heures, si la personne est gardée active, vous avez un seuil de dépassement marginal qui permet à la personne d'être extrêmement résiliente. Et ce terme ne doit pas être galvaudé. La résilience, et c'est effectivement la capacité à surmonter la crise, mais c'est surtout, dans le temps long, la capacité de pouvoir être encore actif. Si vous avez pris le trauma en pleine face et que vous avez peut-être pu y faire face à l'instant T, mais si vous traînez derrière vous un boulet sur 20, 30, 40 ans, comme un certain nombre de nos camarades, finalement, vous devenez une charge pour votre famille, vous devenez un poids pour la société, et surtout, vous êtes vous-même en grande souffrance, en grande détresse psychologique. Si je n'avais qu'une seule idée à vous communiquer aujourd'hui, c'est lorsque quelqu'un est face à un trauma quel qu'il soit, il faut tout sauf le victimiser. Il faut impliquer la personne, l'impliquer de tout votre cœur, de toute votre âme, lui confier des tâches, la saturer d'actions répétitives ou non. Il faut mobiliser, si vous voulez, sa capacité à réagir et surtout sa capacité à penser. Pour un certain nombre de raisons qui seront trop longues à expliquer ici, le cortex préfrontal est vraiment la première victime aussi. La capacité de conceptualisation, de discernement, c'est la première victime du stress. Si vous mobilisez le cerveau, si vous confiez des tâches aux gens, vous limitez physiologiquement l'action de la peur et l'action du stress. Ça sera peut-être l'objet d'un autre débat. Merci beaucoup. Colonel, je me tourne à nouveau vers vous. Vous avez exercé précédemment des fonctions de responsabilité au sein de la sécurité civile. Vous avez notamment été en première ligne pour réagir à des incendies et à des inondations catastrophiques en France comme à l'étranger, et aussi pour gérer les suites des attentats de Nice et de Paris. Il me semble que les membres
les pompiers, les membres de la sécurité civile sont sans doute l'incarnation la plus immédiate et la plus évidente du lien armée-nation. Parce qu'ils viennent en aide aux citoyens en répondant à des situations d'urgence, souvent au péril de leur vie, et aussi parce que professionnels et volontaires, finalement, se renforcent et se soutiennent mutuellement. À titre d'exemple, 5% des pompiers sont militaires, et parmi les sapeurs-pompiers qui dépendent en fait d'une collectivité territoriale, une grande majorité est volontaire. Et donc ma question est la suivante. En tant qu'officier de l'armée de terre, pourriez-vous nous parler des associations de la société civile qui s'engagent dans la sécurité civile aux côtés des armées et des pompiers, et nous dire comment favoriser leur montée en puissance? Très bien. Alors tout d'abord, je pense que nous sommes tous dans cette salle, nous avons tous rencontré un véhicule de sapeurs-pompiers, donc je pense que chacun d'entre nous, intrinsèquement, nous sommes très admiratifs vis-à-vis de ces personnes qui, tous les jours, assurent ce renforcement de la société, sa réparation. Et évidemment, ils sont aux premières lignes, et on voit souvent, d'ailleurs, on parlait de l'Ukraine, on voit souvent sur nos images des sapeurs-pompiers, quel que soit leur statut, qu'ils soient volontaires, professionnels ou militaires, qui interviennent immédiatement après les roquettes que votre pays sur lesquelles souffre. Et donc, bien sûr, pour chacun d'entre nous, je pense notamment ici à Paris, à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui sont nos frères d'armes, nous, les formations militaires de la sécurité civile, qui, normalement, en 7 minutes, sont prêts à venir aider quelques citoyens que ce soit. Et je pense qu'ils incarnent, comme vous le dites, très bien le principe de fraternité, avec un certain nombre de problématiques que vous évoquiez tout à l'heure, monsieur l'ancien négociateur. C'est-à-dire qu'il faut aussi repositionner chacun à sa place, parce que chacun a vraiment sa place. Et donc, quand on parle de volontaires, et je pense que la situation ukrainienne est tout à fait aussi dans cet aspect-là, on ne peut pas aujourd'hui, vu les technologies, vu les difficultés aussi de résilience de chacun d'entre nous, on ne peut pas aujourd'hui mettre n'importe qui, et ce n'est pas dans le sens négatif, à n'importe quel endroit avec n'importe quel matériel. Vous doutez bien aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de cyberattaques, etc., vous doutez bien qu'aujourd'hui, tout engin, aujourd'hui, qu'il soit un véhicule pompe, un char de combat, un avion, dispose d'un système électronique extraordinaire qui fait que chacun de ceux qui conduisent ce genre de véhicule est pratiquement, ce que je disais souvent à mes sapeurs-sauveteurs, vous conduisez des soucoupes volantes, puisque dedans, maintenant, on a même des écosystèmes pour éviter qu'on consomme trop de carburant, parce que de plus en plus, évidemment, on est vert. Et donc derrière, la puissance moteur, pour vous donner un exemple, est limitée pour éviter forcément qu'il y ait une augmentation de la consommation. Donc tout ce genre de système, pour vous donner un exemple très concret de jusqu'où on va dans nos sociétés modernes, ça implique qu'on ait vraiment une connaissance du matériel, non pas pour le plaisir d'être un technicien ou un professionnel, mais d'abord pour être sûr que lorsqu'on arrive sur une crise, on soit effectivement efficace et qu'on ne se retrouve pas évidemment dans la situation que vous décriviez de quelqu'un qui voudrait faire quelque chose, qui a les forces morales pour le faire, mais qui concrètement, face à la situation, ne peut rien faire. Et à ce moment-là, ou alors il fait quelque chose de mal qui entraîne des conséquences pour ceux qui vont venir en professionnel, et je pense aux gestes de premier secours, qui sont très, très développés dans l'ensemble de notre société civile, qui visent à préparer le terrain, un petit peu comme des sapeurs pour l'infanterie ou pour la cavalerie quand on parle de l'armée de terre. Donc on prépare le terrain, on prépare la victime pour que des professionnels de santé ou du secours disposent des premières bases. Et pour revenir à la question initiale, c'est bien ça qui est cet enjeu, je pense, qui est bien suivi par l'ensemble des administrations de l'État, qui est de vouloir effectivement promouvoir l'engagement citoyen dans un certain nombre de spécialités ou dans un certain nombre de domaines pour la résilience de la nation, tout en évitant que des gens qui ne sont pas formés, d'abord se mettent en danger, parce que le principe du premier secouriste, c'est vérifier que je ne me mets pas en danger en allant porter secours. C'est un peu comme au combat, je vérifie que j'ai des appuis
pour pouvoir aller chercher le camarade qui est blessé. Donc c'est les mêmes principes. Et donc ça, c'est une vigilance très importante. Donc les associations, pour donner quelques exemples, de façon à ce que ce soit plus illustré, comme la protection civile, que l'on voit sur tous nos rassemblements ou nos fan zones, la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge, l'Ordre de Malte, voire les Restos du Cœur, qui sont aussi des dispositifs qui sont prêts à répondre à une crise. Et aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, d'ailleurs dans le Nord, ça nous a été encore rappelé, on a de plus en plus, face au dérèglement climatique, l'engagement de personnes dont on ne pensait pas il y a 30 ou 40 ans qu'elles seraient nécessaires pour répondre à un rétablissement de la vie normale de notre pays et que chaque citoyen puisse aller au travail, à l'école pour les enfants, et donc vivre une vie normale. Donc en France, on a quand même un modèle très original, puisque, comme vous le soulignez, et comme l'a dit le chef d'état-major des armées, on a quand même beaucoup d'associations de bénévoles dans beaucoup de domaines. On dit que c'est une spécialité française. Alors j'ai vu qu'en Ukraine, ce n'était pas le cas, qu'il y avait aussi. Donc c'est de moins en moins une spécialité française, parce que je pense que dans nos sociétés aujourd'hui, c'est de plus en plus une nécessité que le citoyen soit acteur de sa propre défense, parfois de sa propre survie, ou de son du rétablissement de la situation locale. Et je terminerai aussi sur le fait qu'on est dans une société, vous le savez, qui est de plus en plus connectée. On parlait tout à l'heure du pactage à 72 heures. Le jour où il n'y a plus d'électricité, il est évident que nos communications, nos moyens de chauffage, etc., disparaîtront, ça va sans dire. Mais ça veut dire aussi que chacun d'entre nous, chaque société, je n'allais pas dire chaque village, parce que vous allez dire que là je deviens un peu paternaliste, mais en fait, chaque structure humaine de notre société doit être capable, pendant un temps donné, d'avoir une certaine solidarité permettant la survie des plus faibles. Et quand on parle des blessés, quand on parle des personnes en difficulté, quand on parle peut-être de chacun d'entre nous à un moment donné de notre vie, je pense que c'est bien ça le sujet, d'être capable d'avoir une résilience par le principe de communauté qui va en contradiction complète avec peut-être les principes de notre société de consommation, où le droit de l'individu, où le commerce de l'individu devient de plus en plus important. D'où l'importance de cet engagement, et je termine, de chacun de nos camarades dans ces associations. Merci, colonel. Monsieur Doyer, vous avez exprimé quelques réserves concernant l'approche qui prévaut à l'égard des blessés de guerre, et notamment, si je comprends bien, appelé à ne pas les surprotéger, parce que ce serait finalement les enfermer dans une condition qui ne les satisfait peut-être pas. Quelles sont, d'après vous, les pistes d'amélioration à envisager et qu'est-ce qui pourrait être entrepris pour développer les dispositifs d'aide aux blessés de guerre et renforcer les coopérations civilo-militaires dans ce domaine ? Pardon si j'ai eu l'impression d'émettre des réserves, je croyais plutôt que c'était l'idée de se motiver plus encore ensemble à poursuivre ce qui est fait. Aujourd'hui, ce qui est fait, et notamment, et il est là, je crois que je suis obligé de le nommer, puisque le général a un conseiller, et forcément le général décide, et parfois il écoute son conseiller, et Sébastien Cordelette, qui est le conseiller du général, est là, et ça fait quelque temps, et que vraiment les liens sont plus ténus. Et concrètement, c'est quoi ? C'est aujourd'hui, vous avez l'armée des champions. L'armée des champions existe depuis un certain nombre d'années. Je vais être assez franc et assez cash. Pendant un certain nombre d'années, l'armée des champions, c'était un peu des majorettes. C'est-à-dire que on allait chercher des non, mais c'était très bien, et je remercie l'armée pour cet accompagnement. Sauf que l'accompagnement qui était fait des athlètes n'était pas aussi précis que celui qui est fait aujourd'hui, et que ils avaient l'armée des champions comme ils auraient pu avoir L'Oréal ou Total. Et aujourd'hui, je crois que le travail qui est fait vraiment d'incorporation de ce que c'est que d'être dans l'armée des champions porte ses fruits.
On a évidemment des champions performants dans l'armée des champions. Donc, ils gagnent une médaille. Aujourd'hui, ça va se généraliser, mais on y travaille ensemble et c'est important. Au moment où on leur tend le micro dans la zone de médias, où on est dans l'euphorie de la victoire, dans une émotion positive, aujourd'hui, on a des champions, des sportifs, des soldats qui disent « j'ai gagné, mais je voudrais dédier ma victoire à mes camarades d'armes ». Ça a du sens. On parlait de récit, on parlait de réparation. Voilà, ça, c'est des exemples concrets qui font qu'en effet, on multiplie et on augmente les surfaces de contact. Il y a le village des blessés, je crois, la première pierre a été posée hier, qui va totalement dans le sens de ce que j'exprimais. C'est un village. Donc dans un village, il y a des villageois, ça veut dire il y a des familles. Donc voilà. Et le village, il est plutôt ouvert. Ce n'est pas une caserne, donc c'est le village des blessés. Donc si j'ai eu le sentiment d'émettre quelques réserves, c'est de dire que oui, il y a encore la capacité à progresser, toujours. On est sur des sujets où on est très exigeant, et on a raison de l'être, et on n'atteint jamais nos objectifs, et on veut toujours aller plus loin. Mais ça peut se faire ensemble. Et pour confirmer les choses, c'est bien le ensemble, c'est bien le partage de souffrance, le partage de joie, le partage d'un projet commun qui font en effet ce qu'on définissait en ouverture, une cohésion nationale. Merci beaucoup. Monsieur Serra, la dernière question sera pour vous. Nous vivons, je crois, une période d'extrême tension et de défiance généralisée, à la fois sur le territoire national et sur la scène internationale. Lorsque vous étiez gendarme du GIGN, vous avez, j'imagine, souvent été confronté à des forcenés prêts à tout, mais aussi à des personnes en grande souffrance. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, partager avec nous vos méthodes pour faire baisser l'agressivité et la peur ? Alors, à mon sens, une des raisons pour laquelle le GIGN est plutôt efficace dans ses missions, notamment les forcenés, les prises d'otages, elle repose sur deux phénomènes complètement contradictoires et antinomiques. Le premier, c'est que les gens qui vont prendre contact et qui vont interagir avec la personne retranchée sont des gens qui vont être dans une absolue écoute et dans une absence totale de jugement. C'est-à-dire qu'ils vont écouter avec bienveillance, qui vont prendre le temps nécessaire de comprendre les éléments, de comprendre la situation, et une fois de plus, sans émettre et sans imposer un jugement de valeur. Et l'autre phase un petit peu moins connue, c'est qu'il faut que la personne qui soit face à vous ait l'absolue conviction que vous êtes prêt à la confrontation totale. C'est-à-dire que vous devez faire comprendre à la personne que votre objectif est de l'écouter et de la sortir de là par le haut, et en toute sincérité, et il faut qu'aucune partie de son esprit n'ait le moindre doute sur votre détermination, sur votre engagement et sur votre jusqu'au-boutisme s'il décidait de prendre un chemin alternatif. Et à mon sens, cette dualité, elle peut se retrouver au quotidien pour la simple et bonne raison qu'on est de moins en moins nombreux à écouter l'autre de manière active. Alors l'écoute active, vous savez, n'importe quelle école de commerce vous en fera la promotion, mais la véritable écoute sincère, où vous vous posez face à quelqu'un et vous prenez le temps d'écouter ses problèmes ou ses doléances, d'accorder du temps à quelqu'un, on est de moins en moins nombreux à le faire, y compris dans la sphère familiale ou professionnelle. Et à contrario, on est aussi de plus en plus nombreux à passer par des chemins détournés pour dire à votre voisin que vous avez un problème, pour recadrer un subordonné. On prend des chemins de traverse pour éviter la confrontation et pour éviter de se camper face à quelqu'un et lui dire ce qu'on a à dire. Faire preuve d'assertivité, là aussi un terme à la mode dans toutes les écoles de com, faire preuve d'assertivité, c'est être capable d'engager éventuellement son intégrité physique au quotidien ou son intégrité morale face à quelqu'un et lui dire ce qu'on a à lui dire. Et lui dire une fois de plus, sans jugement, sans méchanceté, sans malveillance, mais lui dire. Combien d'entre nous, dans un transport en commun, baissent les yeux, tournent la tête face à une petite incivilité du quotidien ? Combien d'entre nous préfèrent, pour des tas de raisons les plus justes les unes que les autres, ne pas recadrer quelqu'un qui fait un peu de bruit, ne pas s'adresser à quelqu'un qui perturbe la collectivité ? Pourquoi ? Parce qu'in fine, ça peut nous retomber dessus, parce qu'on peut être mal jugé. Et souvent,
La vraie raison, c'est qu'on a un peu peur. Et mon père avait une phrase assez juste qui disait que les petits renoncements du quotidien faisaient les grandes renonciations collectives. Et je médite cette phrase assez souvent. Et si j'avais un conseil à dire, c'est qu'il faut être à la fois capable d'écouter les gens au mieux, nos capacités, et en fonction de nos moyens physiques, intellectuels, cognitifs, être capable d'apporter la contradiction et d'avoir le courage intellectuel tout d'abord, le courage de s'opposer à quelqu'un avec qui on est en désaccord.